Croyez-vous que, si un crocodile vous pourchasse, courez en zigzag et il ne pourra pas vous atteindre? Que le cou des girafes s'est allongé pour qu'elles puissent rejoindre les feuilles du haut des arbres? Que les rayures des zèbres les protègent des mouches tsetse? Et que les caméléons changent de couleur pour se camoufler? On dit tout ça, mais est-ce de la science ou de la fiction? L'être humain est un animal complexe, mais dans la nature, il y a des créatures encore plus compliquées et mystérieuses que nous. Le crocodile, par exemple, c'est une vraie bête préhistorique et son comportement nous mystifie toujours. Par exemple, on prétend que le crocodile ne pourra jamais attraper une proie qui court en zigzag plutôt qu'en ligne droite. Bon, cette histoire de course en zigzag, c'est vrai ou pas? Commençons par quelques statistiques qui vont dissiper la panique. Même si vous vivez là où ces reptiles abondent, vous avez 1 million plus de chances de gagner le gros lot à la loterie que d'être un jour attaqué par un croco ou un alligator. Quoique, en Australie, on dénombre 1 décès par année à la suite d'une telle attaque. Mais il est vrai que le crocodile et l'alligator sont des animaux très rapides qui peuvent courir à une vitesse de 18 km/h. Mais est-il juste d'affirmer que si vous courez en zigzagant, vous le perdrez dans la brume? La réponse est non. Courir en zigzag ne permet pas à un humain de mettre le plus rapidement possible de distance entre lui et un crocodile qui serait à ses trousses. Si on regarde performance pour performance, n'importe quel humain moyen en conditions physiques moyennes est capable de rapidement distancer un crocodile à la course. Je dis qu'on est capable dans des conditions générales, c'est que habituellement on ne voit pas lorsque le crocodile s'élance vers nous. Ce sont des chasseurs qui sont furtifs. Ce sont vraiment des chasseurs qui basent la capture de leur proie vraiment sur la surprise. Alors dans 95% des cas, je vous dirais qu'on ne le voit pas s'élancer vers nous. Les crocodiles sont des animaux extraordinairement puissants et musculaires, mais qui n'ont pas une grande agilité. Donc, ils vont être très rapides sur des courtes distances en ligne droite. Donc, si vous zigzaguez, bien, il va attendre que vous repassiez. Donc, si jamais il y avait une situation et on le souhaite à personne, il s'agit de partir dans un angle puis de conserver cette direction-là. Sur la terre ferme, ils sont vraiment pas avantagés. Ils ont des très petites pattes. Puis oui, ils peuvent courir, mais ça va être des très courtes distances. Puis l'être humain va courir beaucoup plus vite. Donc, d'y aller en zigzag, on va peut-être plus avoir de risque de s'enfarger dans une branche ou dans une pierre, puis de tomber. Mieux vaut peut-être de filer en ligne droite pour atteindre une vitesse de pointe le plus vite possible. Là où ça devient dangereux, le crocodile ou l'alligator, c'est dans l'eau. C'est vraiment leur élément, puis c'est vraiment là où ils vont être rapides. Ils peuvent nager très rapidement, puis ils sont très patients. Donc, si un crocodile ou un alligator vous attrape dans l'eau, c'est pas de vitesse que vous allez le devancer. C'est vraiment, il faut essayer de se sauver, mais dans l'eau, les crocodiles peuvent aller jusqu'à 30 km/h, ce qui est beaucoup plus rapide que l'homme, qui est relativement lent à la nage. Disons, c'est de regagner la terre ferme le plus vite possible, où vous aurez un avantage pour vous sauver. Les crocodiles et les alligators qui font partie des crocodiliens, qui est une grande famille qui en regroupe 23 espèces, dont le crocodile du Nil, par exemple, ou l'alligator américain qu'on connaît mieux, qui vit en Floride. Ce sont des animaux qui ont très peu évolué en 400 millions d'années. Ce qui est extraordinaire, d'abord, ce sont des reptiles, ce sont des animaux dits à sang-froid, mais le gros avantage d'un animal à sang-froid, c'est l'économie d'énergie. Ce sont des animaux qui sont capables de jeûner pendant des mois, des semaines, même certains avancent jusqu'à une année complète. La différence entre crocodile et alligator, c'est une question qu'on me pose souvent. Au niveau de la taille, ça peut atteindre la même chose. Les crocodiles, parfois, surtout les gros, les géants, comme les crocodiles du Nil, vont atteindre jusqu'à 8 mètres de long. Chez l'alligator, on parle peut-être plus d'un 5 à 6 mètres. C'est au niveau de la forme de la tête qu'on va avoir une différence. Celle de l'alligator est davantage arrondie, surtout au niveau du bout du museau, alors que le crocodile, c'est vraiment une tête qui est triangulaire. Il y a aussi une différence au niveau des dents et ça, faut vraiment être attentif parce que c'est au moment où l'animal a la gueule fermée. Chez le crocodile, on est capable de voir la 4e dent supérieure
paraître à l'extérieur de la mâchoire, alors que chez l'alligator, on ne le voit pas du tout. Donc, d'une façon générale, on peut dire que les alligators sont plus concentrés au niveau des Amériques, puis les crocodiles sont plus concentrés dans le reste du monde. Les techniques de chasse, par contre, se ressemblent beaucoup. Quand ils vont chasser des gazelles, ils vont chasser des petits mammifères, des grands mammifères, jusqu'à des hippopotames, même avec les crocodiles du Nil. Donc, la technique est vraiment d'aller agripper la proie. Donc, la force de fermeture de la mâchoire d'un crocodile peut aller jusqu'à 3000 livres de pression. Donc, c'est extraordinairement puissant à la fermeture. Donc, le but, c'est vraiment d'accrocher la proie le plus solidement possible et de la tirer dans l'eau. Ensuite de ça, ils vont se mettre à tourner, puis ce qu'ils cherchent à faire, c'est de noyer leur proie. Une fois que la proie est noyée, ils vont l'installer souvent sur une rive où est-ce qu'ils peuvent la manger. Et c'est là qu'on va voir les combats inter- puis intraspécifiques pour venir s'alimenter sur cette proie-là qui a été tuée. Le fait que tous ces sens ont migré sur le dessus de la tête, et là, je parle des oreilles, des yeux et du nez, ça fait qu'un crocodile de 5 mètres de long peut rester à 1 mètre du rivage et passer complètement inaperçu. Il n'y a que les narines qui vont percer à la surface pour lui permettre de respirer. Et il est patient. Il va attendre longtemps que la proie s'approche suffisamment près du rivage pour que là, il puisse utiliser sa très longue queue pour le propulser hors de l'eau, saisir la proie et ensuite la ramener dans l'eau pour la noyer. Essentiellement, pourquoi les crocodiles pourraient attaquer les humains? C'est généralement de notre faute. Donc, c'est parce qu'on va construire des habitations, des terrains de golf à proximité de leur habitat, que ce soit crocodile, alligator. Puis, généralement, on va les envahir. Donc, ils vont se sentir menacés. Donc, ils vont sentir que leurs petits sont menacés. Ils vont être plus agressifs. Ça peut être aussi qu'ils sont en pénurie alimentaire, donc il n'y a plus suffisamment de nourriture dans leur environnement. Donc, l'être humain qui habite sur les propriétés humaines à proximité des crocodiles ou alligators, bien, ils peuvent devenir des proies. Ça porte à croire aussi qu'il faut faire attention à leur habitat. Donc, si on les laisse dans leur habitat tranquille, on n'a pas trop d'activité humaine près, bien, ça va faire en sorte que ça va diminuer les attaques de crocodiles ou d'alligators sur les êtres humains, puis diminuer les victimes. Là. C'est pas qu'il y en a beaucoup, mais toute victime évitée, c'est une bonne chose. L'humain ne figure pas à son menu au crocodile, mais reste qu'il ne fait pas de différence entre l'humain ou un autre mammifère à sang chaud. Donc, si un humain malheureux s'approche trop du bord et que le crocodile juge que ses chances de l'attraper sont très bonnes, mais à ce moment-là, il risque de passer à l'attaque. En souhaitant qu'on ne fige pas sur place, reste encore à prendre nos jambes en nos coups, mais s'il vous plaît, en ligne droite, pas en zigzag. Donc, vous courez, tout simplement. Et le crocodile jogger va se lasser de vous poursuivre. Mais s'il vous attrape, il versera quelques larmes en vous dégustant. On dit que les crocodiles pleurent en dévorant leur proie. Tristesse ou sentiment de culpabilité? Science ou fiction? Juste avant la pause, on se demandait si les larmes de crocodile existent vraiment. Eh bien oui, des larmes s'écoulent des yeux des crocodiles pendant leur repas. Mais de là à conclure qu'ils se sentent tristes ou coupables, je ne crois pas, non. L'expression « pleurer des larmes de crocodile » fait précisément référence à ce phénomène. L'expression veut dire être hypocrite, dire ou faire une chose en montrant le contraire. En fait, ce sont les glandes lacrymales qui ont les mêmes circuits neuromoteurs que les glandes salivaires et gastriques. Ces glandes lacrymales produisent des larmes. Alors, pour le crocodile, pleurer, c'est comme saliver d'appétit. Avoir les larmes aux yeux, c'est comme avoir l'eau à la bouche. Le besoin de s'alimenter joue un grand rôle dans l'évolution des espèces. Par exemple, les dents qui ne nous servent plus vont finir par disparaître. C'est le cas des dents de sagesse. Elles ne sont pas présentes chez tous les êtres humains.
Un membre ou une partie du corps peut être modifié, s'atrophier ou même grandir pour mieux servir la fonction alimentaire, comme le cou des girafes, qui se serait allongé au fil du temps pour permettre à ces animaux de rejoindre les feuilles tout en haut des acacias. C'est vrai ou pas? C'est vrai que le cou des girafes s'est allongé au cours de l'évolution, mais il ne faut surtout pas penser que ça s'est fait en claquant des doigts ou encore qu'il s'agit d'une intervention divine qui aurait tiré sur le cou des girafes. C'est un processus qui a pris plusieurs millions d'années et qui s'est fait de façon progressive. En fait, les ancêtres directs des girafes sont apparus il y a à peu près 20 millions d'années. À ce moment-là, les girafes ont peuplé l'Afrique, mais aussi l'Europe. Et oui, il y avait des girafes en Europe, sauf qu'évidemment, en cours d'évolution, des espèces sont apparues et sont disparues parce qu'elles n'ont pas pu s'adapter au changement de l'environnement. Mais c'est lorsque les savanes ont fait leur apparition, il y a à peu près 6 millions d'années, que là, les herbivores ont vraiment dû s'adapter aux nouvelles ressources alimentaires. Évolutivement, dans la savane africaine, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de nourriture, chaque animal a développé une spécification de son mode d'alimentation pour survivre. Donc, plus cette spécification-là est efficace, plus ça va garantir la survie de l'animal dans un environnement qui est très rude, finalement, qui est dur pour la survie. Donc, souvent, les ruminants vont avoir accès à l'herbe, à terre facilement et souvent aux premières branches. Mais les feuilles dans le haut des arbres, il n'y avait personne qui était capable d'aller les chercher. Donc, évolutivement, la girafe avait tout avantage au cours des millions d'années à évoluer à un coût de plus en plus haut pour s'assurer une zone de nutrition qui est préservée. Donc, quand on parle de pression évolutive, on parle aussi de sélection naturelle. Donc, les traits les mieux adaptifs qui vous permettent de mieux vous alimenter et de mieux vous reproduire vont faire en sorte que c'est ces traits-là qui vont être sélectionnés dans le temps. Donc, le cou, ce serait un signe de santé. Plus les girafes auraient un cou fort, un cou long, ce serait des individus en santé. Puis au niveau des mâles, ce serait des mâles qui auraient plus de chances de séduire les femelles. Donc, souvent, les mâles, comment ils vont séduire la femelle? Ils vont faire des combats. Puis les combats vont avoir lieu avec le cou et avec le crâne. Donc, les mâles ont des masses osseuses au-dessus de la tête qui sont très solides. Puis ils vont souvent se confronter, se cogner la tête, enrouler leur cou. Puis c'est de cette façon-là qu'ils vont se défier. Donc, par la force des choses, il y a une pression dans la nature qui fait en sorte que les girafes vont allonger leur cou pour aller chercher les feuilles plus hautes. Mais d'un autre côté, les individus qui avaient les coups plus longs et les plus rigides, c'était les ceux en meilleure santé. Donc, par des comportements sexuels, ça a fait en sorte que c'est resté de façon plus soutenue dans la génétique des girafes. Il n'y a pas que le cou de la girafe qui s'est allongé en cours d'évolution, sa langue aussi. Parce que la langue de la girafe mesure 50 cm de long, ce qui est assez extraordinaire, mais c'est tout simplement pour parvenir à aller chercher les feuilles d'acacia qui poussent au sommet des arbres à travers de très longues épines de 5 cm de long. Donc, en glissant la langue délicatement, ils sont capables d'aller chercher les feuilles délicates et de les manger ensuite. Fait qu'elle a cette adaptation-là qui l'avantage également par rapport aux autres. Chez d'autres mammifères, certaines caractéristiques physiques ont une fonction défensive, comme les rayures des zèbres, par exemple. Ces belles rayures bien symétriques ne sont pas qu'esthétiques, elles ont aussi une autre fonction. On dit que ces rayures vont étourdir les mouches tsetse et les empêcher de piquer les zèbres. Mais est-ce que c'est vrai, ça? Si on se fie aux dernières percées scientifiques, il semblerait que oui, les rayures du zèbre tiennent les mouches, les insectes piqueurs, mais particulièrement la mouche tsetse, loin du zèbre, ce qui est une bonne nouvelle pour lui si ça fonctionne, puisque la mouche tsetse est notamment vecteur de la maladie du sommeil, une maladie qui est mortelle autant pour l'humain que pour plusieurs animaux. La théorie de ça, c'est que le rayé, comparativement au uni, en mouvement, crée une image qui est beaucoup plus floue. L'œil a de la difficulté à rassembler l'image quand c'est du rayé comparativement à quand c'est une couleur uniforme. C'est sûr que la mouche tsetse, c'est un insecte qui se nourrit de sang, donc c'est un type de prédateur. Ça, c'est sûr et certain. Puis le zèbre a avantage à se protéger de tout type de prédateurs, autant les mouches tsetse que ces autres prédateurs.
La communauté scientifique s'accorde pour dire qu'il existe 5 hypothèses pour expliquer la présence des rayures de zèbre. Donc, la première hypothèse, ce serait pour le camouflage. L'autre hypothèse serait pour déjouer les prédateurs. Il y a également la régulation de la température corporelle, la communication sociale entre les individus et finalement la répulsion des insectes piqueurs. Les rayures ou encore les taches dans le règne animal, c'est quelque chose qui, normalement, est associé au camouflage parce qu'un animal qui est complètement uni est beaucoup plus facile à voir dans les herbes hautes ou encore dans une forêt qu'un animal qui est zébré ou tacheté. C'est que la grande majorité des prédateurs du zèbre ne perçoivent pas les couleurs. Alors, c'est le cas du lion notamment. Alors, lui voit son monde en noir, en blanc, en gris. Alors, pour lui, un zèbre qui est noir et blanc, eh bien, ça se camoufle parfaitement dans l'environnement qu'il perçoit. Il faut savoir que dans la région où vivent les zèbres, là, en Afrique, il y a beaucoup de moustiques. Mais il y en a tellement qui peuvent consommer des quantités phénoménales de sang. Donc, chez un zèbre, le zèbre pourrait perdre jusqu'à 1 litre de sang par jour simplement en piqûre. Donc, de se protéger contre les moustiques, c'est la moindre des choses. Selon les espèces, chaque espèce va avoir établi sa stratégie pour se défendre contre les moustiques. Donc, il y a plusieurs animaux qui vont, par exemple, se rouler dans la boue. Souvent, les éléphants vont le faire. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que la boue va sécher puis faire comme une espèce de croûte sur la peau pour que le moustique ait de la difficulté à piquer. Dans d'autres cas, ça va être la queue. Donc, la queue va servir comme une espèce de fouet pour chasser les moustiques. Il faut savoir que nous, on a la chance, on a 2 mains qui sont disponibles. On peut bouger nos mains pour effrayer les moustiques. Mais les animaux qui sont quadrupèdes, ils ne peuvent pas faire ça. Donc, ils doivent trouver d'autres stratégies. En fait, dans un laboratoire, on a tout simplement placé des insectes piqueurs, dont la mouche tsetse, face à une surface complètement noire, une surface complètement blanche et une surface rayée. Et les résultats étaient vraiment probants. Les insectes piqueurs préféraient nettement les surfaces unies, qu'elles soient noires ou qu'elles soient blanches, et délaissaient les surfaces qui sont rayées. D'ailleurs, si on observe un zèbre vivant, on peut aussi remarquer que dans les régions qui sont normalement privilégiées par les insectes piqueurs, le visage, le cou, le bas des pattes, des endroits où la peau est souvent plus mince mais très irriguée, où il y a beaucoup de vaisseaux sanguins, eh bien, chez le zèbre, on remarque une concentration de rayures élevée, ce qui tend à démontrer que l'hypothèse est juste. Mais la prochaine étape au niveau de la recherche, ce serait de déterminer pourquoi, parce que là, on a un résultat, mais on ne sait toujours pas pourquoi est-ce que les insectes piqueurs délaissent les rayures. C'est quelque chose qui peut être intéressant et qui probablement dans le futur pourrait être appliqué dans la confection de vêtements, notamment vêtements de camping, parce que tout le monde déteste se faire piquer par les insectes et peut-être on a enfin trouvé une façon de les tenir loin sans produits chimiques. Qui sait? Mais ça, c'est la recherche qui va nous le dire. Les animaux sauvages sont fascinants, mais parfois on dit n'importe quoi à leur sujet. Je me souviens d'un épisode de Popeye le vrai marin dans lequel il est attaqué par un alligator. Après avoir englouti une boîte d'épinards pour gonfler ses muscles, il retourne la bête sur le dos et lui flatte le ventre pour l'endormir. Bon, évidemment, c'est une histoire fictive, mais il trouve ses origines dans un mythe bien réel. On prétend que le fait de retourner un alligator sur le dos va l'endormir sur le champ. Science ou fiction? Avant d'aller à la pause, on se rappelait une scène de Popeye qui endort un alligator en lui flattant le ventre. Je ne vous conseille pas de faire ça, mais ça fonctionne. Le fait de retourner un alligator sur le dos le place dans un état d'immobilité tonique. Il est donc incapable de bouger, ce qui donne l'impression qu'il dort.
Le fait de lui flatter le ventre a peu d'incidence sur cet état. C'est plutôt la position qui le paralyse temporairement. En le retournant sur le dos, le sang afflue dans le cerveau, ce qui le rend temporairement inconscient. Après quelques minutes, par contre, le sang se redistribuera dans le corps de l'animal qui sera prêt à se retourner et à charger. Alors on va faire l'expérience, mais non pas avec un alligator, mais avec un lézard, un dragon d'eau, qui a bien des points en commun avec notre alligator. Bon dodo, mon dragon. Un autre reptile fascinant, c'est le caméléon. Très difficile d'en trouver un. Ce sont des as du camouflage. Ils prennent la couleur de leur environnement pour se rendre invisibles aux yeux des prédateurs. Oui, le caméléon change de couleur, mais est-ce que c'est vraiment pour se camoufler? Alors oui, les caméléons sont capables de changer de couleur, mais